Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je commence aujourd'hui ce nouveau vlog lecture et nous sommes déjà le mercredi 17 mai. Ça sera un petit vlog un peu chaotique puisque je commence, on est déjà mercredi et je pars demain en week-end, donc je ne sais absolument pas si je vais avoir le temps et l'envie de filmer, et sinon ben ça c'est pas grave, je ferai sur 15 jours comme la dernière fois. Donc je vous présente ma lecture du moment, c'est donc Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, donc traduit de l'américain et édité aux éditions de Saxus. Nous sommes donc en Italie. Je n'ai pas vraiment repéré la date, je ne sais pas trop à quelle période, si c'est contemporain ou si c'est dans le passé, j'ai pas bien compris. En tout cas, nous sommes dans une Italie fantasmée, hein, c'est pas la vraie Italie, mais en tout cas, nous sommes voilà, en Italie, en Sicile plus précisément, dans un univers où il existe des sorcières qui ne sont pas tout à fait humaines. Et notre héroïne, Emily, si je ne me trompe pas dans les prénoms, parce que je me trompe toujours, Emilia. Emilia est donc une de ces sorcières, elle a une sœur jumelle Victoria et elle découvre un jour sa sœur jumelle sauvagement assassinée et décide donc de se venger. Là j'en suis donc à la page 84, donc je sais plus, je crois que j'ai commencé le chapitre 7. J'en suis vraiment au début de l'histoire, je vous en révèle pas beaucoup plus, on en apprend plus sur la 4e de couverture qui est assez longue. Mais voilà, pour l'instant je vous révèle pas plus de l'intrigue. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est surtout de l'ambiance des premiers chapitres que j'ai beaucoup aimé, parce que nous sommes donc en Sicile et la famille d'Emilia tient un restaurant et elle, sa passion c'est d'inventer des recettes, donc on parle énormément de cuisine, de parfums, de mélange, d'associations. Victoria adore faire des cocktails, donc voilà, on est dans une ambiance où la cuisine joue un rôle très important et je m'y attendais pas du tout, parce que voilà, j'avais choisi ce roman parce qu'il se passait en Italie et donc ça m'intéressait puisque je partage les origines de l'autrice qui est américaine mais d'origine italienne. Et du coup j'avais envie de retrouver des histoires comme ça fantastiques qui se déroulent en Italie, mais je ne savais pas du tout qu'il y allait y être question de cuisine aussi, et moi j'adore quand dans les romans on parle cuisine, parce que je sais pas, ça me donne toujours voilà, ça me donne des idées, ça me donne envie, et j'aime beaucoup les romans où on intègre des recettes ou où on parle cuisine. D'ailleurs j'ai créé un challenge sur mon blog, ma petite médiathèque, que j'anime maintenant depuis 3 ans, je crois que c'est la 3e année, on fait ça ensemble, avec Fondant Grignote, donc un challenge qui s'appelle Des livres et des écrans en cuisine, où il s'agit de mettre à l'honneur des livres dans lesquels on a trouvé des passages gourmands. Et donc voilà, ce livre, je ne m'y attendais pas du tout, mais il est parfait pour ce challenge. On y parle, en tout cas dans les premiers chapitres, je ne sais pas si ça va y rester après, parce qu'avec la mort de Victoria, ben, du coup Emilia elle pense beaucoup moins à la cuisine, mais en tout cas dans les premiers chapitres ça donne faim, ça donne envie de préparer de la cuisine italienne, et donc j'adore. Je vous montre aussi un petit peu donc on a cette couverture qui est très jolie avec c'est en relief, et j'ai aussi aimé la mise en page. Alors voilà, là on a une petite carte comme ça, et puis chaque début de chapitre, voilà, on a une petite page un petit peu comme ça décorée, et donc voilà, après c'est que du texte, mais j'aime bien ce côté un petit peu pas vraiment illustré mais décoré, on va dire. Donc très jolie édition. Pour l'instant le style je le trouve très agréable à lire, c'est très fluide, c'est pas compliqué, on n'est pas perdu, on est immergé tout de suite dans l'univers, dans la famille d'Emilia, et pour l'instant je passe un très bon moment, donc voilà, j'en suis qu'au tout début de l'aventure, mais cette introduction en tout cas m'a vraiment charmée. Voilà pour ma lecture actuelle, du coup je n'ai lu que ça ces derniers jours, et je vous présente 2 réceptions. Nous avons reçu le tome 2 de La Ville sans vent. Je vous ai parlé en long et en large du tome 1, d'ailleurs vous retrouvez une chronique sur mon blog mapetitemédiathèque.fr
sur le tome 1 et j'ai hâte du coup d'enchaîner. J'avais trouvé que le tome 1 était lent à démarrer, mais par contre j'avais adoré l'univers. On est aussi dans un récit fantastique. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'ai reçu également Rosa Bonheur, donc en livre de poche. Celui-là aussi, c'est livre de poche, jeunesse. Donc Rosa Bonheur, l'audacieuse. J'ai eu envie de découvrir ce livre parce que j'ai découvert Rosa Bonheur il y a maintenant 2-3 ans, je sais plus exactement, en faisant comment ça s'appelle, un MOOC sur les femmes dans la peinture, et je l'avais trouvé très intéressant. D'ailleurs ce MOOC, je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais en tout cas il était très chouette, et du coup j'avais découvert plein de peintres femmes que je ne connaissais pas, parmi lesquelles il y avait Rosa Bonheur, et du coup c'est une femme peintre du 19e siècle, donc à une époque voilà, où il n'y a pas forcément énormément de femmes dans ce milieu et qui arrivent à se faire une place. Enfin, il y a des femmes dans la peinture, mais souvent elles sont réduites au portrait, aux choses comme ça, et elle va faire de la peinture animalière. Alors j'ai pas lu le résumé, hein, parce que dès que j'ai vu que c'était Rosa Bonheur, j'ai dit je veux. Mais qu'est-ce qu'ils disent là? Voilà, Rosa, 14 ans, veut devenir peintre animalière. Elle espère gagner sa vie en vendant ses tableaux et ne compter sur personne d'autre qu'elle-même. Mais au 19e siècle, seuls les garçons sont autorisés à suivre des études d'art. Alors qu'elle désespère, Rosa fait la connaissance de Nathalie, une fille à la santé fragile. Ensemble, les deux adolescentes s'apprêtent à braver les interdits et à conquérir leur liberté. Voilà qui donne envie, surtout quand on sait que Rosa Bonheur a vraiment existé. Donc, lecture à venir quand? Je ne sais pas. Il me faudrait 2 ans de vacances, peut-être. Au fin fond de la montagne, dans une grotte où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau et que je ne puisse faire rien d'autre que lire. Bon, pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous retrouve plus tard, je ne sais pas quand. Coucou, nous sommes déjà le lundi 22 et il n'y a pas eu de vlog dimanche dernier parce que j'étais encore partie en vadrouille. C'est un petit peu le thème du mois de mai. Du coup, j'ai été à Paris pour le week-end et j'ai fait quelques images, je vous montrerai plus, je vous en reparlerai plus tard. Aujourd'hui, je reviens donc, je continue ce vlog sur 15 jours. Je reviens pour vous parler très rapidement de la lecture que je suis en train de faire. Je suis toujours dans le royaume des damnés, donc j'en suis à peu près à la moitié. Je suis à page 158. Donc Emilia est en train d'inquiéter sur la mort de sa sœur et pour l'instant je dois dire j'aime beaucoup. Ce qui m'avait, je l'ai déjà dit, mais ce qui m'avait attiré c'était l'ambiance, enfin le fait que ça se passe en Italie et qu'il y ait des sorcières qui m'avait attiré, mais j'avoue que le pitch tel qu'il était résumé derrière, ça me tentait pas vraiment parce que ça mettait vachement en avant le côté romance et que moi je suis pas très fan de romance. Mais pour l'instant, sur 158 pages, il y a 0 romance, donc je suis très contente. Je vous en reparle quand j'aurai un petit peu avancé. Mais si je prends la caméra, c'est parce que je voulais vous montrer, j'ai encore craqué. Je me suis acheté 2 livres et j'ai trouvé ce petit livre sur les amigurumi avec pas mal de modèles. Trop mignon. Je vous montre des pages un peu au hasard, hein, je l'ai juste feuilleté. Donc il y a plein de petits bonhommes avec plus ou moins cosplayés. Celui qui m'a vraiment donné envie, c'est celui-là. Trop envie de faire celui-ci. Et donc toute la première partie du livre, ce sont les modèles plus ou moins mis en scène, et ensuite dans la deuxième partie on a vraiment toutes les explications. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi les diagrammes, parce que souvent sur internet je trouve des explications gratuites, mais c'est ligne par ligne sans les diagrammes. Or moi je préfère les explications avec des diagrammes. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant d'avoir un diagramme comme ça que d'avoir rang 1 faites ceci, rang 2 faites cela. Du coup voilà, je suis très contente d'être tombée sur ce petit livre et j'ai aussi craqué pour un album qui m'a beaucoup plu par sa mise en page très poétique. Je l'ai seulement feuilleté aussi, mais je trouve que voilà, c'est très beau, très poétique si j'y arrive. Voilà, avec des pages par exemple un peu transparentes comme ça.
qu'on lit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc je vous en reparlerai après l'avoir lu, mais je le trouvais que c'était un très bel objet, donc j'ai craqué. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui parce que c'était vraiment une petite introduction de la semaine. Je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine pour vous raconter mes visites à Paris, et j'ai aussi quelques films dont j'aimerais vous parler. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 23 mai et je vous retrouve dans un cadre que je n'avais encore pas me semble en vidéo. Voilà, là, petit clin d'œil au challenge les étapes indiennes de Hilde avec ce très joli tableau miroir que j'ai dans ma chambre. Donc j'ai pris mon petit tricot et je me suis dit que puisque j'étais là à tricoter ma couverture de reste mes petites boulettes, je pouvais en profiter pour papoter un petit peu. J'ai commencé à faire le montage de la visite que nous avons fait à Paris. Donc je suis allée le week-end dernier à Paris rendre visite à ma fille et nous avons fait plein de trucs. Et parmi les visites que nous avons fait, nous sommes passés au musée Guimet pour faire les deux expos temporaires, dont une qui se termine, si je ne m'abuse, le 29 mai. Et c'était une exposition sur du coup Hiroshige et plus précisément les éventails fait avec les estampes de Hiroshige. Donc comme c'est un de mes artistes de j'arrive pas à parler, ukiyo-e préféré, j'avais envie d'aller voir cette expo, bien que j'ai déjà vu d'autres expos avec des estampes d'Hiroshige et que je possède plein de livres. Les voir en vrai c'est différent, et donc j'étais ravie de voir ces estampes. Donc elles sont plus petites puisque c'est au format éventail. La plupart ce sont, je vous montrerai des images de toute façon, mais ce sont des éventails, voilà, pas ceux qui se replient mais ceux qui restent ouverts. Et je suis toujours subjuguée surtout par les couleurs des estampes d'Hiroshige. Donc je vous ai fait un petit montage à partir des photos que j'ai prises. Et voilà, pour vous donner, bon, j'ai pas pris les photos au beau format pour faire des vidéos, donc je fais un petit montage comme j'ai pu, mais pour vous donner un petit peu une idée de cette expo. Donc si vous êtes à Paris avant la fin du mois, je vous conseille d'aller voir, je dis ça, mais quand est-ce qu'elle va faire apparaître cette vidéo? Je sais pas. Comme j'ai prévu de repartir en week-end, je vais peut-être la poster avant la fin du week-end, puisqu'elle a déjà commencé depuis plus d'une semaine. Donc voilà, si jamais cette vidéo est en ligne avant le 29 et que vous êtes à Paris, que vous aimez les estampes japonaises ou que vous avez envie de les découvrir, je vous invite à passer au musée Guimet voir cette exposition que j'avais peur de louper. Finalement j'ai eu la possibilité d'aller voir, et la surprise a été de découvrir en allant donc au musée qu'il y avait une deuxième expo temporaire sur la médecine asiatique. Et j'ai adoré cette expo, c'était vraiment très très intéressant. Et je vous ferai du coup un montage également de cette deuxième exposition. Et je ne l'ai pas avec moi, mais du coup je me suis offert le catalogue de l'expo, qui est un bon gros bouquin, je vous montrerai ça plus tard. Sinon, je voulais aussi vous parler un petit peu de films, cinéma et choses que nous sommes allés voir. Enfin non, pas du tout que nous ne sommes pas allés voir, que nous avons regardé à la télévision. Nous avons regardé avec chérie 1917, qui, comme vous vous en doutez, est un film sur la Première Guerre mondiale. Donc un film que je regarde dans le cadre, enfin que je regarde parce que j'ai envie de le voir, mais qui rentre parfaitement dans le cadre du challenge organisé par Blandine de 14
18 à nos jours. Je crois qu'il a été rebaptisé le challenge. Donc c'est un challenge, je vous mettrai le petit logo, sur la Première Guerre mondiale, mais pas seulement, puisque ça englobe aussi toutes les conséquences que la Première Guerre mondiale a pu avoir dans les années qui ont suivi. Et donc ce film 1917 se déroule pendant la guerre de 1917, où on va suivre des soldats, ce sont deux soldats américains, il me semble, anglais. Ce sont des soldats anglais qui doivent traverser les lignes ennemies pour porter le message à un autre bataillon qui va mener une attaque contre les Allemands. Mais cette attaque, c'est un piège, et donc il faut absolument les prévenir avant qu'ils partent à l'aube, parce que sinon ça va être un massacre. Et donc on va suivre ces soldats qui vont devoir traverser le no man's land entre les tranchées, traverser les tranchées, les villes occupées, etc. Il y a eu des passages où je trouvais ça pas très réaliste, et je me suis même demandé à un moment donné si le personnage n'était pas en train de rêver, tellement je trouvais que ça avait une ambiance onirique. En même temps, le personnage étant blessé, je me dis que entre l'adrénaline, le fait d'avoir été blessé à la tête, etc., ça pouvait être une façon effectivement de reproduire cette ambiance étrange dans laquelle il se trouve, où il est pressé de faire quelque chose, mais il est complètement déboussolé, désorienté, et c'est vrai que c'est filmé un petit peu de façon comme ça, où même nous en tant que spectateurs, on est un peu désorienté, il court de partout, il y a des scènes un peu étranges. En tout cas, le film est intéressant. Donc voilà, on va suivre vraiment, ça se déroule sur une journée seulement. Mais c'était intéressant. Si vous avez envie d'un film sur la Première Guerre mondiale, et plus précisément sur les batailles, puisque ça se passe vraiment sur le... Comment on dit, sur le champ de guerre? Non, je sais pas comme ça l'expression. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça se passe, c'est sur le terrain de guerre, quoi. C'est pas dans la vie des civils, c'est vraiment des soldats dans les tranchées, sur une journée, sur une mission bien précise que ces soldats vont devoir mener pour pouvoir en sauver plein d'autres. Et ça ne sera pas sans risque, bien évidemment. Donc voilà pour ce film sur la Première Guerre mondiale. Donc là on s'est fait un petit peu toute une série de films, avec notamment avec ma fille. Donc je pense que je vais faire un petit article récapitulatif, je sais pas quand, mais j'aimerais bien faire un petit article récapitulatif de tout ce qu'on a pu voir, puisqu'on a regardé pas mal de choses, et je trouve ça intéressant de les réunir. Donc j'en profite, puisque je parle de 1917. Si vous n'avez pas vu la dernière adaptation qui est disponible sur Netflix de À l'Est, à l'Ouest, rien de nouveau, nous on l'a regardé, on l'a beaucoup aimé, et donc voilà, ça reste sur le même thème. Je vous en avais déjà parlé il me semble, mais j'en profite pour le replacer parce que c'était un très chouette film. Très dur, hein, parce que bon, c'est sur la Première Guerre mondiale, donc c'est pas une comédie romantique, mais en tout cas c'est un très bon film. Donc je voulais en venir où il y avait un autre film dont je voulais vous parler, et j'oublie. Ah oui, on l'a regardé il y a 2 jours à peine en plus. Dans un domaine complètement différent, on délaisse la guerre et les films historiques pour la science-fiction. On a enfin pris le temps de regarder Rogue One dans la série de Star Wars. Je ne l'avais encore jamais vu, et j'avoue que j'avais été très déçue par un des derniers, qui date déjà de plusieurs années, film sur Star Wars, et du coup après celui-là, dont je me souviens même pas le titre, on était tellement déçus qu'on avait décidé de arrêter de regarder les films Star Wars. Sauf que là, on a eu une envie tous les deux avec Chérie de se replonger dans l'ambiance Star Wars, et du coup on a regardé Rogue One, et finalement je l'ai trouvé plutôt pas mal, en tout cas par rapport à celui que j'avais vu moi en dernier, c'était beaucoup mieux. Bon, il y est aussi question de guerre évidemment, donc là on est dans un domaine complètement imaginaire. Je regarde mon truc parce que je voudrais pas faire de bêtises, c'est bon.
On est dans un univers complètement imaginaire, mais il n'empêche que moi, dès qu'il est question de guerre, de résistance et tout ça, j'ai l'émotion facile, donc j'ai quand même pleuré. Mais du coup, oui, c'était une agréable surprise parce que je m'attendais à vraiment quelque chose de pire. Donc c'était plutôt sympa. Ça se passe du coup avant la première série des films Star Wars au niveau de l'histoire chronologique. Donc c'est au tout début où l'Empire a conçu l'étoile de la mort. Voilà, et donc c'est comment ils ont trouvé la faille de l'étoile de la mort, puisqu'après dans la série des années 80, c'était un film des années 80, 90, je sais plus, j'étais petite. Mais en tout cas dans cette première série, ils vont devoir détruire l'étoile de la mort et du coup voilà, là ça explique comment ils ont su où était la faille de l'étoile de la mort. Donc voilà, c'était pas mal. Et puis je voulais aussi parler toujours dans un univers complètement imaginaire, mais cette fois côté fantasy, d'une série que j'ai regardée sur Amazon Prime, Carnival, je crois que ça s'appelle Carnival. Donc j'avais regardé la première saison il y a longtemps et puis là la deuxième saison est sortie il n'y a pas très longtemps, donc j'étais contente de trouver, de pouvoir regarder la suite de cette histoire. Ça se passe donc dans un univers fantastique où il y a des trolls, des fées, etc. Et des humains bien sûr. Et donc ce sont les habitants féeriques et les humains sont des ennemis qui se sont combattus par le passé, sauf qu'il y a un pays dans lequel les êtres féeriques peuvent se réfugier après la guerre, sauf que s'ils sont tolérés bien que plutôt maltraités quand notre héroïne arrive dans le pays, finalement la politique s'envenime à l'encontre de ces immigrés et ils se retrouvent tous flanqués dans un ghetto. Et donc on va suivre plusieurs personnages dans différentes aventures d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont dans le ghetto, il y en a qui sont partis, qui ont fui, mais qui vont se retrouver impliqués dans une révolution. Et j'ai trouvé ça pas mal, bien sûr comme tous les récits fantastiques comme ça aborde des sujets comme le racisme, la discrimination, il y a aussi question de révolution communiste, il y a plein de choses. Qu'est-ce que... Bon, par exemple, l'héroïne va devoir faire des choix, et est-ce que... comment on dit? Ah mince, il y a une expression. Est-ce que la fin justifie les moyens? Donc il va y avoir toute une réflexion sur est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que si la cause est juste, on a le droit de faire preuve de violence, etc. Enfin bref, voilà. Et du coup, voilà, si vous aimez les séries fantasy avec des créatures féeriques, je trouve que celle-ci est très chouette parce que justement, c'est pas un truc tout mièvre, etc. C'est plutôt trash, c'est plutôt glauque, c'est plutôt violent. Et puis voilà, c'est l'occasion d'avoir... peut-être pas une réflexion parce que ça pousse pas non plus la réflexion très loin, mais moi j'aime bien quand on a des sujets de société dans des œuvres complètement fantastiques. Donc j'ai aimé cette série parce que ça aborde des sujets graves tout en ayant des fées avec des ailes. Et sans le côté un peu mièvre qu'on peut avoir des fois sur des histoires avec des fées. Et voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai sans doute plein d'autres choses dont je voulais vous parler, mais là j'ai improvisé ça vite fait, j'ai pas pris mes notes ni rien, donc je vous parlerai. Ah bah si, ça y est, j'avais pris la caméra en me disant ah mais je viens de regarder 2 vidéos de Lyra Seltoir, je vais en profiter pour en parler à mon tour, lui faire un petit peu de pub parce que j'aime bien ce qu'elle fait, et puis je vous parle et je zappe complètement de vous parler de ça. Bref. Donc j'ai regardé 2 vidéos sur sa chaîne qu'elle vient de réanimer un petit peu ces derniers temps. Elle était un peu en dormance, on peut dire. Voilà, il y avait peu de vidéos. Donc là, elle redonne un coup de nouveau à sa chaîne en postant des vidéos régulières. Et donc parmi ces dernières vidéos, je viens d'en regarder une qui sont se lancer en magie, 10 conseils pour débuter, et aussi son bibliothèque tour que j'avais déjà regardé mais je re-regardais pour prendre des notes sur les livres qui m'intéressaient, qui est un bibliothèque tour dédié à la divination.
Du coup j'ai pris quelques notes. Je sens que ma wishlist bouquin a encore grossi. Je remercie pas de lire. Déjà qu'avec les bibliographies de ces années en magie, ma liste de livres à lire augmente sérieusement. Voilà. Cette fois, je vous laisse vraiment. J'ai un dîner à préparer et on se retrouve un petit peu plus tard pour le reste du baba. Nous sommes déjà le vendredi 26 et je vais venir ici terminer ce vlog lecture puisqu'il a déjà commencé depuis plus d'une semaine et que je pars demain pour un week-end en Bretagne, donc je n'aurai pas du tout le temps de filmer, de conclure ce vlog, de faire le montage et tout, donc je m'arrête aujourd'hui et je vous présente tous rapidement un numéro de hors-série du Courrier International que j'ai qui me faisait envie puisque c'est au sujet de la nourriture et je vous parlais de mon challenge lecture et visionnage dédié à la nourriture, donc je me suis dit qu'il tombait pile dans le thème. Donc pour l'instant je l'ai juste feuilleté mais je trouvais ça intéressant. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on mange demain, donc insectes, viande de mammouth, algues, les chefs se mettent au vert pour nourrir la planète sans la détruire. Dans les cuisines et les laboratoires s'inventent les assiettes du futur, la gastronomie a de beaux jours devant elle. Donc voilà, hors série du Courrier International. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une date, je sais pas. Oui, c'est l'hors série de juin-juillet, donc vous devriez encore le trouver si ça vous intéresse. Et sinon, j'en conclus sur ma lecture de cette semaine. Je ne l'ai toujours pas fini, je lis assez lentement en ce moment, c'est que je fais plein d'autres choses et du coup je ne l'ai pas fini, mais je viens quand même vous faire une petite conclusion de la semaine, on va dire. Je prends beaucoup de plaisir à lire ce roman et j'avoue que je ne m'y attendais pas, j'avais eu envie de le découvrir comme je vous disais pour son contexte. Mais j'étais assez sceptique, je m'attendais à pas vraiment aimer et finalement je m'amuse beaucoup et j'étais ravie parce que après une période un peu de crise, Emilia se remet à cuisiner et du coup dans les 2 derniers chapitres que j'ai lus, j'ai eu des petits clins d'œil cuisine. Et d'ailleurs du coup j'ai mis à la story de mon compte Instagram, à la une de mon compte Instagram, une story qui s'intitule La gourmandise. Il n'y avait pas assez de place pour mettre des livres et des écrans en cuisine, donc la gourmandise, où je vais essayer de mettre au fur et à mesure de mes lectures les passages gourmands que je vais lire. Je dis bien essayer parce que c'est pas la première fois que j'y pense, mais voilà.
Là sur ce livre, je l'ai fait plusieurs fois. Les premières stories que j'avais partagées, j'ai oublié de... Enfin, j'ai pas pensé à les mettre à la une. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de les mettre à la une au fur et à mesure que je tombe sur des petits passages qui me plaisent. Et donc, deuxième chose dont je voulais parler sur ce livre, j'ai beaucoup parlé de l'aspect culinaire, donc de la cuisine italienne qui m'a séduit, mais il est évidemment question de magie puisque l'héroïne est une sorcière et c'est un aspect, en dehors du fait que ça se déroule en Italie, qui m'avait donné envie de lire ce roman puisque j'avais envie de lire des histoires avec des sorcières. Et je dois avouer que le côté magie aussi du roman m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il y a un côté... bon, ici, les sorcières sont pas tout à fait humaines, mais à part ce détail, la façon dont la magie est abordée est relativement réaliste et on y retrouve des vraies racines populaires, notamment dans les talismans qu'elle utilise ou même les sortilèges dont elle parle. Finalement, on retrouve... Les ingrédients qu'elle utilise ne sont pas des ingrédients choisis au hasard. En faisant un petit peu de recherche sur les ingrédients qu'elle va citer, ben on se rend compte que par exemple à un moment donné, elle fait un sortilège pour se donner du courage. Et j'étais curieuse de savoir si c'était un truc qu'elle avait imaginé comme ça ou si il y avait une vraie réflexion sur les ingrédients du sortilège. Donc je suis allée faire quelques recherches et j'ai trouvé qu'effectivement les ingrédients utilisés dans le livre sont utilisés en magie pour attirer le courage. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un vrai travail sur la magie et notamment du coup sur la magie populaire italienne où on trouve par exemple elle porte un talisman qui est effectivement un pendentif qu'on porte en Italie traditionnellement pour se protéger du mauvais œil. J'arrive pas à parler. Et du coup, comme cet aspect magie de ce livre m'intéressait et qu'il y avait des citations, des explications, par exemple là en ce moment, il y a un extrait du grimoire de la famille Di Carlo où il est écrit que la magie est un être vivant qu'il faut nourrir et du coup voilà, il y avait plein de petites choses comme ça que je trouvais intéressantes et ça m'a donné envie du coup de les noter parce que dans le livre qui était d'ailleurs aussi chez Desaxus où il y avait des sorcières que j'ai lu le mois dernier, d'ailleurs que j'ai fini début mai je crois, je sais plus, sorcière d'or, voilà, chercher mes mots. Il y avait aussi des choses, parce que là aussi c'est des sorcières, on y parle de magie, et il y avait des façons dont on expliquait la magie que j'avais trouvé très inspirantes. Et du coup j'avais pris des captures, enfin des photos, des pages, etc. Mais je trouvais pas ça pour y revenir à c'était quoi déjà la définition qu'il donnait. C'est pas évident et du coup j'ai eu envie de prendre un de mes carnets, puisque j'en ai toute une collection, et d'en faire un carnet spécial magie, sorcellerie et roman, où à chaque fois que je vais lire un roman où il y est question de magie, que ce soit de la fantasy ou pas, parce que des fois on peut trouver de l'inspiration magique dans de la littérature contemporaine, mais en tout cas dans toutes mes lectures romans que je vais faire, si je trouve des choses que je trouve intéressantes dans la façon dont on parle de la magie, comment la magie est utilisée, etc. je vais donc les noter dans ce carnet. Donc pour l'instant j'ai donc commencé avec ce que j'avais retenu du royaume des damnés, et donc par exemple là j'ai fait des petites j'ai marqué les talismans, donc là je l'ai dessiné parce que c'était un petit cornicello, mais là je vais mettre une image que j'ai trouvée sur internet parce que le Cimaruta c'est beaucoup plus compliqué à dessiner que le petit cornet en... on appelle ça, mince, corail, voilà. D'ailleurs je dois en avoir chez moi quelque part dans une boîte à bijoux, des petits cornets de quand on était petite. Souvent on offre ça aux enfants, les petits cornets en corail pour protéger justement du mauvais œil. Donc j'ai mon petit cornet en corail et du coup voilà, j'ai pris note de tous les aspects, que ce soit les aspects traditionnels, etc. ou encore des... voilà, là j'ai noté des citations qu'il y a dans le roman. Et là par exemple j'y ai noté le fameux sortilège, et puis je suis allée chercher les différents ingrédients, quelle était leur symbolique, etc. Et du coup je trouve ça amusant.
Et ça permet de mieux s'en souvenir et de après voilà pouvoir retravailler sur les aspects des différents romans sur la magie que j'aurais lu au fur et à mesure. Donc il va falloir que je reprenne Sorcière d'Or parce qu'il y avait des trucs hyper intéressants dedans par rapport à la façon dont il parlait de la magie. J'ai dans mon album photo les pages en question, mais voilà, quand j'aurai fini ce livre-là, je vais prendre un petit peu de temps pour reprendre les citations et les noter sur mon cahier. Donc voilà, sur cette petite activité papeterie, je vous laisse. J'espère que ce vlog un peu décousu vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Évidemment aussi à vous abonner si mon contenu vous plaît et à me mettre un petit pouce pour m'encourager. Moi je vous retrouve donc plus tard avec des nouvelles aventures livresques ou laineuses.